Ça va. Bon, un grand honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Kempf. Ouais, il faut dire Kempf, ouais. T'as un illustre... Il y a un autre qui s'appelait pas Kempf, mais Kampf, qui Ouais. était le patron de Capgemini. Tout à fait. Alors ça s'écrit avec un A, toi avec un E. Ouais, en fait, Kempf, c'est un truc lorrain et en fait, t'as A, AMPF, AEMPF, 2F, 100P, etc. C'est vraiment un nom de merde. Hein. C'est potentiellement les mêmes racines, tu penses? Ah ouais, c'est sûr, c'est des trucs de cousins. Et puis à un moment, il y a eu une transcription allemand-français. Ils ont pas transcrit pareil, hein, mais grosso modo, quand tu fais les trucs généalogiques, tu envoies à ma grand-mère, ça retombe et à chaque fois, après, c'est le même, la même famille. Donc vous avez peut-être un peu un Ouais, ADN bah, attends, ou du sang commun, mais, ouais, non, mais ouais, ça, mais- mais ça serait, Ouais, ça il y a serait pas 600 ans, ouais. ça serait pas si étonnant. Tu nous dis quand est-ce qu'on est... Ah, ça ça tourne, tourne. ça Ah oui, tourne, parce que nous, on meublait. Bon, allez, eh ben écoutez, donc je le disais, on est ravis d'accueillir un des plus grands entrepreneurs français du domaine du logiciel libre, Jean-Baptiste Kempf. Bonjour, merci d'être là. Tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Ça va. Comme tout le monde, un peu assommé par ce qui se passe en France. Ouais, pas trop. Non, ça va? Toi, ça te... Bah, on savait que ça allait arriver. Enfin, en juillet dernier, on savait que ça allait arriver. Elle arrive exactement ce qu'on avait prédit qu'elle allait arriver. Bon, bah, voilà, la question c'était est-ce que ça arrivait en novembre, en décembre ou en janvier. C'était un truc complètement bancal. Ce qui m'embête plus, c'est que de toute façon, on voit toujours pas de stratégie pour le numérique un peu sérieuse des divers gouvernements, quoi. C'est du saupoudrage, c'est de la French tech et pas de la vraie techno comme on fait par ici, quoi. Donc c'est ça qui m'embête plus. Ouais, mais donc Mais ça changeait rien il y a un an. Mais que du coup, maintenant. ça va pas changer. Enfin, il n'y a pas d'espoir que ça change à très court terme parce que rebelote, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, Ouais, mais ça veut nouvelles dire qu'au moins il y a personnes rien qui qui va changer, tu Ouais. vois. Au moins, tu sais que tu travailles dans le même framework, tu sais que tu te débrouilles tout seul et que t'attends pas les choses qui arriveront pas, quoi. vont... Bon, Moi, de toute façon, bon. ok. On close sur ce topic. De Ouais, toute façon, on en entend déjà beaucoup trop parler. Tu as une actualité qui est très riche. Je sais pas si c'est très riche, mais ouais, je me retrouve beaucoup en ce moment en conférence et je parle beaucoup du fait que le logiciel libre doit rencontrer l'IA et l'inverse. Et en fait, moi, je suis maintenant CTO de Scaleway en parallèle de tous mes trucs libres et on déploie beaucoup de GPU. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'IA. Donc c'est vrai que j'ai une actualité un peu importante. Attends, on fait le tour rapide de tes casquettes. Donc, Ah ouais. tu es maintenant le nouveau CTO de Skyway. Ouais, c'est ça. Et on va revenir sur ce sujet-là parce que il y a quand même des grosses annonces. Hein. Hier, 2,5 milliards Tout à fait. d'investissements annoncés par Xavier Niel Sur la partie data center, sur la partie data center, mais dont le principal utilisateur, c'est nous, ça c'est sûr. c'est Skyway. Donc, Oui. des gros sujets, ça devient le gros faiseur français-européen. Et avec une orientation qui est pas forcément libre, mais qui est sur la souveraineté numérique et un vrai cloud souverain. Donc il y Ouais, a un mais vrai et sujet. on fait confiance à Xavier Niel quand même pour entremêler. Et d'ailleurs, le fait qu'il t'ait Tout à fait. Je suis, directement tout ou à fait. indirectement quelque part choisi comme CTO de Scaleway, ça veut dire beaucoup de choses. Attends, mais je voudrais qu'on fasse le Ouais. tour de tous les sujets. Donc CTO de Scaleway, premier sujet. Deuxième sujet. Donc je suis toujours président de Vidéolan, l'asso qui fait VLC, mais qui fait aussi X264. David, le décodeur AV1 qui est maintenant dans 3 milliards de devices dans toutes les versions de Windows, Mac, Linux, tous les Chrome, tous les Firefox, qui est le dernier projet qu'on a lancé avec Vidéolan. Juste 30 000 lignes de C, 200 000 lignes d'assembleur écrits à la main. Et redonne-nous les chiffres de vidéo là, de VLC en termes de téléchargement, c'est Sur notre site web, hein, donc hors miroir, etc., parce que c'est open source, tout le monde a le droit de le faire. On est à 1 million par jour, mais surtout sur une version, sur chacune des versions, sur la dernière version sous Windows, on a eu 415 millions de téléchargements sur notre site web, plus à peu près 70 millions d'actifs sur Android, plus à peu près 30 millions d'actifs sur iOS, Apple TV, Android TV, plus tous les Linux qu'on compte pas. Donc tu peux te dire que la base, ils aiment bien parler en MAU, quoi, Monthly Active User de VLC, c'est 500 millions à peu près, ouais. un demi-milliard d'utilisateurs de VLC. Et Tous les mois. et on est à peu près à bientôt 6 milliards de téléchargements sur notre site web. Et sans spyware, sans etc., sans tracking. Hein. Donc je sais pas exactement, et ça se trouve il y en a plus, ça se trouve il y en a moins, mais en tout cas ça, voilà. Donc VLC, il y a toujours ça. Quel success story. Alors voilà, ça c'est le deuxième Voilà. Et job. autour Troisième. de ça, maintenant je fais la même chose que je fais sur VLC sur FFmpeg, donc vraiment la partie encodage vidéo, donc ce qui fait tourner tout la vidéo. Alors c'est un peu le même boulot, quoi. C'est vraiment vidéo open source. Il y a plein de sous-casquettes, donc VLC, David, X264, FFmpeg, avec
à la fois des assos et à la fois des entreprises, Videolabs, des entreprises de conseil qui sont pas aussi grosses que l'Inagora et pas aussi structurées, ça je te confirme, mais ça fait quand même une quarantaine de personnes payées à temps plein, avec aussi des solutions WebRTC hostées, donc un peu la partie qui est un peu nouvelle, mais vraiment sur tout ce qui est chat vidéo, parce que les trucs de chat vidéo c'est quand même souvent un peu un enfer à customiser, que ce soit Jitsi ou Big Block Button. Donc là nous on a ça, voilà. Juste là-dessus, t'as regardé un truc qui s'appelle LiveKit et t'en penses quoi? Bah justement, nous on fait une solution basée sur LiveKit, mais une vraie solution clé en main aux marques blanches. C'est-à-dire qu'on fait toute la partie gestion de room, toute l'API pour déployer automatiquement, scaler automatiquement sur un cube, que ce soit chez Scaleway ou autre, mais aussi être capable de d'avoir une room, des rooms en marque blanche où tu fais juste ton truc CSS. LiveKit, si tu commences avec LiveKit, tu commences vraiment au niveau 0. Donc on fait vraiment toute la partie au-dessus de LiveKit. Et ça c'est en open source? Ça sera full open source, ouais. Ok, génial. Mais c'est ça, tu le fais avec quoi? C'est toujours avec Videolabs. Donc tu vois, Videolabs. Donc vraiment, c'est vraiment server side, client side, codec, et maintenant un peu cette partie WebRTC. Donc ça, c'est ma deuxième grosse casquette. La troisième? Alors, il y en a deux autres. Il y en a une, je continue à être un peu advisor technique pour pas mal de startups et pas mal de fonds d'investissement. Et ça, c'est assez important parce que ça me permet de voir beaucoup de trends en avance. Donc je sais que c'est pas ce qui me prend le plus de temps, mais c'est important de le mentionner. Est-ce que tu es au courant de ce fonds d'investissement qui se crée dédié à l'open source, l'équivalent de Open Source Capital, mais en France? Tu l'as rencontré? J'ai pas son nom, prénom en tête. Mais ok. Et Open Source Capital, c'est très décevant. Hein. JJ, ce qu'il fait, pour moi, pour le moment, c'est assez décevant. Bah ouais, je suis désolé par rapport à ce qu'il pourrait faire. Tu crois pas au BitSensor et Tao? Là, t'as pas mis des ronds là-dedans? Non. Non? Non. D'abord, j'ai pas de rond à mettre. J'ai pas de rond à mettre. Donc oh bah arrête, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît, il me dit toujours qu'il a pas un rond à mettre. Mais attends, mais moi je suis pas il a des milliards de téléchargements. Ouais, mais ça rapporte rien, VLC, je suis désolé hein. Je suis pas en train de vendre à des grands groupes hein, bon, alors ta dernière casquette, ça va te rapporter des sous. Et ma dernière casquette, c'est un projet qui s'appelle Kyber. Kyber. En fait, on a redéveloppé en open source la techno que j'avais faite quand j'étais chez Shadow de streaming pour du cloud gaming, mais sauf qu'on l'a généralisé pour du contrôle de machine à distance. C'est-à-dire que le WebRTC, le chat, c'est people to people, où tu veux avoir une latence constante. Là, t'es pas en train de parler à un humain, t'es en train de contrôler une machine. Que ce soit un ordi à la TeamViewer, que ce soit des VM dans le cloud à la Citrix, que ce soit du cloud gaming, mais aussi du contrôle de drones, de robots chirurgicaux, on fait du robot industriel, et puis après tout ce qui est AR, VR, c'est rendu dans le cloud. Et tout ça c'est la même chose, c'est un flux vidéo extrêmement rapide pour que tu puisses contrôler le plus rapidement possible, et un flux bidirectionnel pour faire le contrôle. Et donc bientôt on a une solution qui remplace Citrix, open source. Juste ça. Juste ça. Kyber. Tu l'écris comment? K-Y-B-E-R. K-Y-B-E-R. En fait, c'est les cristaux. Quand je t'entends parler de ça, ça me rappelle toujours le fait que tu étais le CTO de Shadow. Et je dois me dire à chaque fois que Octave Klaba doit se morfondre à l'idée, dans le fond. Écoute, Octave, il a déjà beaucoup de choses à faire. Il a racheté Shadow, il en a rien fait. Il a racheté Quant, il en fait pas grand chose. On voit encore qu'il y a un nouveau moteur de recherche européen qui arrive, c'est quand même très dommage. Il gère quand même la plus grosse boîte de cloud en Europe, quoi. Je veux dire. 3000 personnes. 3000 personnes. Moi j'ai rencontré la semaine passée le nouveau patron. Donc voilà, un ancien McKinsey. Bon. Octave, tu sais, je pense que le problème de Kyber, c'est le dernier de ses soucis. Son besoin, c'est d'amener OVH à 1 milliard de chiffre d'affaires. Ah, non, il y est au milliard. Non, il y est. Alors, ça a été bon. De l'emmener vraiment à 1 milliard et surtout d'avoir un vrai cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse partie du business d'OVH, c'est du hosting, c'est pas du cloud. Mais il va y arriver. De toute façon, c'est déjà ce que j'ai dit. Hein, je l'ai dit il y a pas très longtemps sur le plateau de Bismart. Il faut des hyperscalers européens. Est-ce que ça va être Yonos? Est-ce que ça va être Scaleway? Est-ce que ça va être OVH? Est-ce que ça va être le cloud de Lidl? Est-ce que ça va être ils font 2 milliards hein, déjà. Hein. Oui, mais en fait, tu regardes, c'est du cloud privé. Enfin, c'est pas du cloud, quoi. C'est-à-dire, ils spawnent des VM. Bon, c'est super, basé sur VMware. Ok, on est quand même. Ils sont nombreux à faire ça. Hein. Ouais, c'est pas du cloud. Enfin, je suis désolé. Ouais. C'est très bien. C'était ce qu'on devait faire il y a 10 ans. Maintenant, la question, c'est comment on fait un vrai hyperscaler. Et donc ça, c'est ce que vous faites. Alors, je reviens avec ta casquette. Ouais, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Scaleway. Oui. CTO de Scaleway, c'est ce que vous êtes en train d'achiver avec, de réaliser. On essaye. Évidemment, on essaye. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens, que ce soit OVH en France, Clever Cloud avec Quentin, que tu connais très bien. Il y a qu'on salue. Salut Quentin. Je sais pas où il est d'ailleurs. Je m'attendais à le voir aujourd'hui. On l'a pas vu. Bon.
bref. Et donc, de toute façon, la question c'est... Mais remarque, maintenant qu'il a rasé sa barbe, on le reconnaît plus. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai fait le contraire. Je me suis greffé une petite moustache pour qu'on me remarque un peu plus. Et lui, il est devenu imberbe, on le reconnaît plus, notre Quentin. Bref, il y a besoin des hyperscalers, d'avoir un hyperscaler européen, un vrai hyperscaler, parce que entre les Américains, les 3 Américains et 4e Américain, entre IBM et Oracle, et les Chinois qui arrivent à marche forcée, par exemple, là, tu vois, tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique, toute la ville du Sud, c'est ça. Alibaba, Tencent, et puis maintenant ByteDance qui arrive, et ils arrivent pas forcément avec les meilleurs techs, mais avec des armées de gens, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je l'ai déjà vu le déploiement de Alibaba Cloud en Arabie Saoudite. Quasiment rien n'est automatisé, mais ils arrivent, ils sont 500 pour faire le déploiement, donc le déploiement logiciel. Donc, donc nous, en tout cas chez Scalo, on essaye de faire un cloud, c'est ce que j'appelle un cloud as a service. C'est grosso modo, tu mets un rack de VM, un rack de stockage bloc et un rack de stockage objet, et tu dois pouvoir en une journée déployer toute la stack cloud et toute la stack, c'est-à-dire du bare metal jusqu'à l'inférence as a service. Donc il y a ce sujet-là, il y a le deuxième sujet qui est énorme, qui est le sujet d'IA, où là par exemple Scaleway, c'est probablement les gens qui déploient le plus de GPU en Europe. 5000 on m'a dit. Hein. Ouais, ça c'est les chiffres officiels. Ça veut dire qu'il y en a déjà plus? Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, 5000, c'est les gros clusters d'entraînement. C'est-à-dire, c'est comme ça que se sont entraînés Poolside, c'est là comme ça que se sont entraînés Mistral, Qtile, il y a des gens comme Photoroom. Pas Lucie, puisque nous, on s'est entraîné sur le Janzé, le supercalculateur public. Donc c'est très bien d'être sur le Janzé, mais là, et surtout là, tu te rends compte que c'est des calculateurs où tu déploies 1000 GPU, et là, l'année prochaine, sur la génération Blackwell, c'est 2000, 4000, 5000, 10 000 GPU. 10 000 GPU à 50 000 euros le GPU, ça commence tu commences à te rendre compte que ton investissement, c'est en demi-milliard de dollars, d'euros. Enfin, tu vois, on est dans des chiffres qui sont massifs. D'ailleurs, hier, je le redis, Xavier Niel a annoncé 2,5 milliards d'investissements. Alors, dans le domaine des data centers. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que explique-nous ça, parce qu'il y a un peu de confusion à mon avis par ailleurs. En fait, c'est très simple, mais c'est déjà moi ce que j'en ai déjà parlé beaucoup. La culture du logiciel, c'est une culture différente parce que c'est une culture qui est très OPEX intensive. Et donc, c'est très difficile de faire du hardware et du soft dans la même boîte. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, Intel, AMD, ils n'ont jamais été capables de faire le moindre soft. Tout ce qu'ils font, c'est nullissime. Et d'ailleurs, non mais c'est vrai, c'est très gentil. Et d'ailleurs, les seuls qui ont réussi à masteriser ça, c'est des boîtes comme Nvidia et grosso modo Apple, et c'est les plus grosses boîtes au monde. C'est très difficile d'avoir la culture du hardware et du software dans la même boîte. On l'a vu avec Microsoft qui s'est grosso modo toujours planté sur le hardware. Toujours. Et Google pareil, tu vois. Et Google pareil. C'est une culture différente. Donc, et c'est vrai pour les hardware, mais c'est aussi vrai pour le data center. Et en fait, le problème, c'est un problème de culture de boîte, de projection. C'est un problème de différence entre du capex et de l'opex. Ouais, je sais, je parle en finance, mais en vrai, c'est ça le problème. Ouais, et de temps de développement aussi. Donc, quand tu lances un data center, tu vois, tu préviens Enedis 2 ans en avance pour avoir 30 mégawatts, quoi. Sauf quand tu t'appelles Trump et en 19 jours, tu mets des turbines à gaz. Ouais, sauf quand t'as les voisins d'EDF qui eux, se prennent des shortcuts, mais en vrai, grosso modo. Tant qu'on n'est pas capable de faire des mini-réacteurs nucléaires en sel de thorium où tu déposes des mini-réacteurs de 10 MW, aujourd'hui, il y a un problème. Ce qui est en train d'arriver par ailleurs. Pas du tout. Ah pas bon du tout, pas du tout. Non, il y a une société en France qui commence à regarder les trucs en sel de thorium. Arrête. C'est une société. Et les micro-réacteurs qu'on fait, c'est des micro-réacteurs à uranium classiques. Non, Donc il faut pas imaginer que d'ici 10 ans... Si, d'ici 10 ans, mais ça sera tellement lent parce qu'il y a un problème de prolifération. Bref, on va pas parler des réacteurs nucléaires, mais je pourrais en parler 1h30. Il y a sans problème. Mais en tout cas... Sur la partie... Donc juste la structuration et donc, en fait, du groupe Iliad Pro sur la partie data center. Voilà. Opcore, qui vraiment gère les data centers du groupe Iliad, a été spin-off il y a à peu près 1 an et demi, avant que j'arrive. Et aujourd'hui, Arnaud Birmingham en reste le patron. Il est CEO effectivement d'Opcore. Et un des sujets, ça a été de faire une augmentation de capital et de faire rentrer un partenaire externe qui s'appelle Infravia et qui est rentré notamment parce que c'est un vrai Européen. Il y avait beaucoup de... C'est un vrai spécialiste du financement des infrastructures. Hein. C'est un fonds d'investissement dédié à ça. Mais européen. Et un vrai européen parce que c'était important. Et donc, pour pouvoir construire d'autres data centers, parce que par exemple, Opcore a des data centers à Saint-Ouen-l'Aumône qui s'appelle DC5, qui est en train de montrer un autre qui s'appelle DC6, qui sera notamment intéressant parce qu'il va être en full direct cooling. Donc,
pour la prochaine génération de Nvidia, des Blackwell, tu vas pas pouvoir le faire en refroidissement à air. C'est pas possible. Les H100 on pouvait, les B200 et B300 ça va être, enfin surtout les GB200 ça va être impossible. Mais surtout il faut en faire plus quoi. Il faut construire plus de data centers. Mais il y a une vraie, on le voit bien, il y a une course à l'armement dans le domaine en fait et des data centers et des GPU. Il y a aussi, tu sais, les anciens de Yandex qui avaient spin-offé, qui avaient coupé la société en deux. Ça s'appelle Nebius maintenant. C'est une boîte européenne des Pays-Bas. Ils ont 3,5 milliards, je crois, dans les poches pour pouvoir faire en fait justement des investissements de data center. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a plein d'autres sociétés qui ont été des spin-offs de Yandex, notamment dans l'open source. Il y a une ClickHouse qui est absolument géniale en base de données. En data warehouse, on n'est plus juste dans la base de données. Et c'est pareil, c'est une spin-off de Yandex. Ils sont partis aux Pays-Bas et en fait, ils ont maintenant tout le capital. Donc il y a quand même, si tu regardes, en fait, il y a 5-6 grosses sociétés qui sont spin-off de Yandex et qui sont maintenant aux Pays-Bas, qui sont séparées de la Russie. Course à l'armement sur les data centers, ouais. C'est bien sûr pas un effet de mode. C'est quoi le sous-jacent derrière? On a des projections en termes de consommation future de GPU. On a une idée de. Alors aujourd'hui, ouais. Donc aujourd'hui, tu as des vrais clusters. Des vrais clusters, ils font 25 000 GPU. Et ça en France, il y a quoi? Donc il y a les clusters publics. Personne n'a 25 000 GPU en un cluster. D'accord. Aux États-Unis, des clusters de 25 000 GPU, donc tu as XAI, Elon Musk. Donc c'est même 100 000. Non, oui. Donc ça, c'est l'annonce. La vérité, c'est 4 blocs de 25 000. Parce qu'en fait, à partir du moment, tu as un vrai problème sur la génération des H100 à partir du moment où tu dépasses les 25 000 GPU sur la topologie réseau. Ok. Donc tu annonces ça et de toute façon au-dessus ce que tu fais c'est tu fais du Slurm, c'est-à-dire qu'en fait l'orchestrateur c'est pas Cube, c'est Slurm. Moi j'ai fait du HPC au CEA il y a 25 ans, c'était ça déjà me rappelle du Slurm. Des choses, ouais, absolument. Ouais, Slurm c'est vraiment le truc des années 90. Quand j'étais au CEA en 2006, c'était le top 500, c'était Tera 10 ou Tera 100, c'était du Slurm. Aujourd'hui c'est toujours du Slurm parce qu'il n'y a pas d'orchestrateur pour les jobs. Bref, en tout cas ce que tu fais c'est qu'en fait tu fais une surcouche à ton Slurm pour pouvoir distribuer tes jobs et pour pouvoir faire des surentraînements. Mais bref, aujourd'hui 22 000 GPU. La génération Blackwell, tu vas pouvoir monter globalement. Attends, reste sur le panorama, excuse-moi, que tu faisais là. Donc des clusters à 25 000 GPU, tu peux XAI, OpenAI. Non, OpenAI il les a pas. Non, pas du tout. Bien sûr que non. Donc t'as XAI, t'as Microsoft pour OpenAI. Alors ils peuvent dire que c'est OpenAI. À Microsoft pour OpenAI, tu as Azure, mais qui n'a pas de cluster de 25 000 jusqu'à présent. Et Meta. Et Meta qui eux sont probablement ceux qui sont les plus proches de l'open source et de l'IA, qui sont, l'IAMA 3, c'est une tuerie, c'est absolument génial. Enfin, là, on arrive avec, et évidemment. Mais c'est pas totalement open source. Il faut qu'on en parle aussi 2 secondes. Alors c'est pas du tout open source. Ça c'est l'open weight. Après, on peut l'appeler open source. Alors moi, je vais le dire différemment. C'est open source, mais c'est pas libre. Et en fait, on va arriver sur la même distinction qu'on a eu entre open source et libre, et qui est un vrai problème parce que comment tu le dis en anglais, ça c'est un autre sujet. Mais bon, bref. Et t'as les Chinois. Donc là, je sais pas si t'as vu, il y a Qwen qui arrive, et Qwen c'est un vrai monstre. Et eux, ils arrivent très très fort. Donc, des gens qui ont 25 000 GPU, et tu as CoreWeave, mais dont on ne connaît pas les nombres, mais on s'estime les nombres entre 25 et 30 000 GPU. Et vous, officiellement 5 000 sur des gros clusters. Avec Opcore, officiellement 5 000. Oui. Il y a un projet de passer à 10 000, je crois, ça a été annoncé. Bien sûr, mais le problème, c'est que tu as bien compris, c'est un problème de thunes. Ouais, mais là, la thune, il y en a, puisque elle a sorti le chèque, c'est ce qu'il a annoncé hier. Ouais, mais c'est un peu plus compliqué parce que entre investir dans les data centers et investir sur l'achat de GPU et réussir à avoir à la fois Nvidia et Dell ou HP ou Supermicro ou Gigabyte te livrer, plus tes switch Mellanox pour être en InfiniBand ou en Spectrum-X, plus ton stockage en DDN et en VAST, etc. T'as des problèmes de financement qui sont pas triviaux. C'est-à-dire que tu comprends bien que ton investissement, par exemple, sur un cluster de 5000 GPU, on va parler de 100 millions, 200 millions, 300 millions, 500 millions. Donc là, tu vois, et puis c'est du capex, amortir sur combien d'années, comme Nvidia raconte, ils vont sortir une nouvelle génération de GPU tous les ans. Ils vont pas y arriver, mais résultat en fait t'as un risque quand même au bout de 2 ans, ton mec que t'as comité te dit tu sais quoi, je vais aller faire autre chose pour avoir la nouvelle génération, etc. Donc t'as une course à l'armement qui est compliquée et Nvidia aide pas. Ça c'est clair, Nvidia aide pas. Nvidia raconte absolument ce qu'ils veulent et ils sont tout seuls. Il n'y a pas de concurrence. Après ce qu'ils font,
c'est un bonheur quoi. Leur truc fonctionne, leur hardware il est génial, leur software il est génial, tout est intégré, c'est Donc génial. cette course à l'armement, elle est là, elle est nécessaire, parce que si on n'y participe pas, ben, on dépendra forcément des infrastructures américaines et chinoises, c'est ce que tu dis. Elle est nécessaire pour ça. Est-ce que c'est nécessaire en soi? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, en vrai, tous ces clusters et tous ces entraînements et tous ces modèles d'IA sont assez inefficaces pour le moment. C'est-à-dire que tu as beaucoup de pertes. Aujourd'hui, on ne sait pas les entraînements et la convergence des entraînements, on ne sait toujours pas très bien le modéliser. Donc on entraîne jusqu'à ce qu'on ait des résultats qui nous plaisent bien. C'est ça la réponse. Et voilà, mais c'est on est en normal. train de s'en apercevoir, parce que ce qui est génial avec notre projet Lucie, et le fait qu'on est totalement transparent sur la méthodologie d'entraînement, c'est que tout le monde va pouvoir comprendre à quel point c'est finalement une science inexacte. On a l'impression, si tu veux, que j'écris un algorithme, j'appuie sur un bouton, va lire 3000 milliards en fait de tokens, et puis j'ai un modèle brut, et puis exactement. En fait, c'est un problème d'optimisation mathématique classique. C'est une descente de gradient avec une loss function. Enfin, c'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment tu te rapproches de ton optimisation. Et surtout, ton risque numéro 1, enfin, il y a 2 risques principaux. Le premier, c'est d'arriver à un minimum ou un maximum, en fonction, tu vois, un minimum local qui n'est pas le minimum global de ta fonction, premièrement. Et deuxièmement, et ça se trouve, et donc tu ne sais pas si ça va, et en plus tu sais pas si ça va converger. C'est-à-dire qu'en fait, si ça se trouve, en fait, il y a un endroit où ça converge et après ça va rediverger avant de reconverger. Donc c'est très compliqué de deviner ça, parce que d'abord il y a beaucoup de paramètres, et ensuite parce que évidemment il y a un processus qui n'est pas réversible et qui n'est pas une bijection. Donc c'est un peu parce que quand tu as lancé ton entraînement, il est lancé, hein, c'est-à-dire que alors oui, mais tu pourrais Oui. entraîner plus longtemps. Mais le problème, c'est que si tu entraînes trop longtemps, tu vas en fait ce qu'on appelle overfitter ton modèle. Donc par exemple, tu vois, si jamais je faisais un modèle là sur les 20 personnes pour générer 20 personnes, et ben tu vois, ça va être très gênant. Mon modèle, il va générer que des hommes, parce que grosso modo, il y a 2 femmes dans l'audience. À part Natacha et Margot, oui, effectivement. Exactement, Margot et Natacha. Et sinon, il y a que des hommes. Et Lucie. Oui, mais enfin Lucie, c'est. Oui. Donc en fait, le problème, c'est que tu as un risque fort de surentraînement, c'est-à-dire de mauvais entraînement, de t'adapter, de ne répondre que à la question en fonction de tes données. Et donc à ce moment-là, tu as des problèmes d'hallucination importants sur tes modèles. Donc c'est difficile parce qu'il faut entraîner suffisamment longtemps pour avoir des bons résultats, pour pouvoir les marketer, pour avoir des vraies raisons. Il faut ensuite pas le faire trop long, parce que sinon tu risques d'overfit ton modèle. Donc c'est un problème qui est très compliqué. Mais vous, avec Scalway, parce que vous voyez l'entraînement là de tous ces modèles, ça vous donne en fait. Non, moi je vois rien. Moi je fais tourner le GPU. Tu penses bien. Enfin, vous regardez pas? Ah bah j'ai une confidentialité des données, puis un truc qui s'appelle Secnum Cloud qu'on est en train de déployer. Je te promets que vous êtes en train de déployer. C'est pas déployé. Donc t'inquiète pas, sur les clusters, j'ai rien. Déjà j'ai tout fait. C'est tout fait pour être. Une certification, ça prend du temps. Mais vous discutez bien avec les gens. Moi, je l'ai vu comment ça s'est passé avec l'Idris. Il y a des échanges incessants entre ceux qui font le modèle. C'est qui l'Idris? L'Idris, c'est les gens qui gèrent le laboratoire qui les paye. Bah c'est nous, c'est le concitoyen. Voilà. Donc en fait, ils ont une question de transparence que moi je vais pas avoir avec les clients de Scalway, ce qui est normal. Ouais. Alors il y a une différence. C'est vrai que QTI est un labo de recherche ouvert et qui fait de l'open source, qui a lancé Omoshi et qui est en train de trouver sur d'autres modèles, et eux ils sont full open source, mais tous les autres j'ai pas accès, je ne sais pas ce qu'ils font, et c'est normal. Ils me disent ce qu'ils veulent. Oui, ils te disent ce qu'ils veulent, mais ils te parlent quand même. Ah bah bien sûr. Ah bah mais donc tu es sur un promontoire absolument génial pour comprendre effectivement parce que toi tu discutes du coup avec tout le monde. Alors tout le monde ou presque surtout tout le monde. En fait moi je suis un peu borné, j'aime bien comprendre. Donc en fait, donc déjà tu poses des questions. Déjà je pose des questions, et puis surtout en fait il y avait un problème. Enfin là c'est un problème de maths. J'ai repris mes cours de centrale de 2e année parce qu'on avait des cours d'optimisation. Je me suis retapé toute la lab linéaire. Et après je suis allé 3 jours chez Trinity College parce que j'envoie régulièrement des thésards, et j'ai eu un cours avec un professeur pour comprendre comment les réseaux de neurones convergent. Il faudrait pas l'avoir au bord de ce mec-là, Michel Marie, là. T'en penses quoi là? Ah, t'hésites, hein? Non, mais ton board il va mourir, je vais lui sortir des équations au tableau. Mais en vrai, ce que j'aime bien dans l'IA, et pour revenir un peu, c'est que on est vraiment dans de la vraie tech. C'est-à-dire que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment des maths, c'est un vrai truc. C'est pas comme 98% des trucs de la French Tech qui sont des innovations de business model et d'innovation. C'est génial qu'ils le font, et attention, c'est bien, mais il n'y a pas de tech chez Alan, il n'y a pas de tech chez Doctolib. En intervenant, avoir Scalway comme partenaire, et un grand merci de ta présence aujourd'hui sur le stand de l'Inagora. Merci Jean-Baptiste. Il y a des démos de VLC de Kyber là-bas.
Faut y aller. VLC Kyber, où est-ce que c'est stand? Tu l'as? C'est dans le village. Dans le village associatif. Voilà. Bon, en plus, vous êtes malin, elle veut même pas vous payer votre stand, vous. Bravo, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Merci, au revoir. monsieur.